un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres, c'est tout de suite. Risque de paralysie du système judiciaire dans les jours à venir. Annonce du site Juste en sit-in ce matin. Un mouvement d'humeur observé sur toute l'étendue du territoire. Le syndicat dénonce le non-respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Grogne également du côté de l'enseignement supérieur avec le SAES qui a entamé une grève de 48 heures. Un avertissement pour obtenir des solutions définitives à leur plateforme revendicative. Une plateforme qui tourne autour de 3 points à découvrir au cours de cette édition. Les professeurs du lycée Galandou Diouf en rogne, ils n'en peuvent plus des lenteurs constatées dans l'exécution des travaux du lycée. Des travaux qui aujourd'hui les poussent à faire cours dans une école voisine. Interpellé, le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, annonce pour bientôt la fin du calvaire. Journée internationale des personnes vivant avec un handicap célébrée ce lundi. Au Sénégal, des acquis, certes, mais de nombreux écueils subsistent encore à l'amélioration des conditions de vie de cette couche vulnérable. Dans ce journal, coup de projecteur sur l'histoire de Khadim Rassoul Talla, un Sénégalais qui se bat pour surmonter son handicap au quotidien. Et puis, l'invité de ce 20h, il s'agit du professeur Abdoulaye Samb, doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, la faculté de médecine donc qui fête son centenaire. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, sit-in des travailleurs de la justice ce lundi. Les membres du syndicat dénoncent le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Le mouvement d'humeur a été observé sur toute l'étendue du territoire et risque de s'amplifier si rien n'est fait par l'autorité pour satisfaire aux revendications syndicales. Reportage signé Aïssatou Gueiba. Des engagements qui tardent à être respectés, un secteur en mouvement. Ces travailleurs de la justice alertent. Les augmentations de salaire qui ont été mises en position, qui avaient déjà impacté nos bulletins de salaire. Mais à la dernière minute, l'État a opéré le retrait de ces augmentations, violant ainsi les accords qu'on avait signés le 17 octobre 2018. Cette année, il nous avait promis de prendre en charge instruction au ministre du Budget, au ministre de la Justice, au ministre de l'Économie et des Finances, des instructions de prendre nos doléances en charge. Mais figurez-vous, depuis cette audience, rien ne s'est concrétisé. D'ailleurs, un nouveau plan d'action est prévu. Nous avons déposé un préavis de grève. Légalement, nous devons attendre 1 mois. Ce préavis va s'expirer le 26 décembre 2018. Au terme du préavis, nous allons partir en grève dès le 27. Mais pour le moment, il y a des mesures qui ont été prises. Il n'y aura pas de délivrance de pas mal d'actes. Et chaque lundi, nous allons faire des sittings de dénonciation. Il y aura même une lettre ouverte adressée à Monsieur le Président de la République. Ils invitent alors l'État à trouver un consensus à leurs problèmes. Autre mouvement d'humeur cette fois-ci avec le syndicat autonome des enseignants du supérieur qui entame une grève d'avertissement de 48 heures. Le SAES condense ses revendications autour de 3 points essentiels. Les fonds de solidarité sociale, les visas pour les recherches à l'étranger, mais aussi l'autonomie sur la gestion du budget. Toutefois, des négociations sont en cours selon le coordinateur du SAES, Alioune Dème, qui annonce une rencontre avec la presse dès ce mardi. Je vous propose de l'écouter au micro de Al-Hassan Ba. C'est une grève d'avertissement de 48 heures liée à 3 points. Le premier point a trait au fonds de solidarité retraite. Vous savez, avec la réforme de la retraite, il y a beaucoup de nos collègues d'anciens professeurs, nous les enseignants, les jeunes enseignants, qui furent les étudiants, avions décidé de travailler une heure de plus. Et c'est pourquoi on a créé un fonds qu'on appelle le fonds de solidarité sociale. Et ces professeurs devaient donc commencer à bénéficier de ce fonds depuis le mois de juillet. Et rien n'a encore été fait. Le deuxième point a trait aux difficultés liées au visa.
Le troisième point est extrêmement important et c'est la raison principale d'ailleurs. Ça lie aux questions de la gestion donc, du budget dans les universités. Que ce soit à Thiès, que ce soit à Ziguinchor, les agents comptables commencent à développer une certaine attitude qui est aux antipodes donc, des gestions qu'on savait. Parce que par exemple à Thiès, l'agent comptable donc, refuse de donner les comptes à Madame la recteure. Alors que vous savez que les universités ont trois autonomies. L'autonomie pédagogique, l'autonomie administrative et troisième autonomie, c'est l'autonomie donc dans la gestion. Et je tiens à préciser aussi que ces 48 heures n'ont rien à voir avec le homecoming. Et puis pas de cours ce matin au lycée Galandou Diouf, un arrêt motivé par la volonté des enseignants de faire part de leur ras-le-bol suite à la lenteur constatée dans l'exécution des travaux du lycée, des travaux qui poussent justement certains d'entre eux à faire cours dans une école voisine, une situation devenue tout simplement insupportable pour ces professeurs qui demandent aux autorités d'accélérer la cadence des travaux. Aïssatou Paya. Il est 10 heures au lycée Galandou Diouf, heure choisie par les professeurs pour débrayer. Ils dénoncent le non-respect des travaux de rénovation entamés en 2017. Si vous voyez le bâtiment, ce qui reste, c'est les finitions. Et cette situation-là, elle pose beaucoup de problèmes. Problèmes sécuritaires d'abord, parce que nous-mêmes et nos élèves, nous traversons la VDN quotidiennement pour aller faire cours de l'autre côté, à l'école primaire Nafissatou Niang. C'est tous les jours qu'ils y vont? C'est tous les jours. En fait, ce n'est pas toutes les classes, c'est surtout les classes de première S. Il n'y a pas de porte sur le chantier. Donc n'importe qui peut entrer dans l'école nuitamment et faire ce qu'il veut. Mis à part les risques sécuritaires, ils alertent sur les pertes enregistrées sur le quantum horaire. Ils alertent aussi sur les infrastructures défaillantes. Les salles ne sont pas équipées, des fois il n'y a même pas d'électricité. Et les salles qu'on nous a appelées, c'est les salles qui sont au fond. Le mur de clôture est surélevé. Là, il y a une chaleur terrible. Et pour se faire entendre par les autorités, un plan d'action bien ficelé. Après ce débrayage, comme il a parlé du mémorandum, nous pensons que ce que les collègues ont décidé doit être en bonne voie de déroulement et que les autorités compétentes, je redis bien compétentes, vont s'occuper de cette situation qui ne devrait pas durer. Parce que si cela continue, nous avons décidé d'un commun accord qu'à janvier, du moins en janvier, si rien n'est fait, il sera très difficile de faire cours, de continuer les cours. Encore des heures de débrayage au lycée Galandou Diouf. Si rien n'est fait, les professeurs vont passer à la vitesse supérieure. Et réponse de l'autorité, le ministre de l'Éducation nationale rassure sur la finition très prochainement des travaux de rénovation du lycée Galandou Diouf. Le retard, selon Serine Beycham, s'explique par une défaillance de l'entreprise qui avait justement en charge ces travaux. En concertation avec la direction des constructions scolaires, eh bien, des mesures vont être trouvées, selon lui, pour un nouveau repreneur. Je vous propose de l'écouter au micro de Mambiram Diouf. La rénovation est en cours, donc la demande d'éducation augmente. C'est des questions qui sont prises en charge. Le lycée était dans un état de délabrement. Aujourd'hui, l'année dernière à la rentrée, j'ai été là-bas et on s'est rendu compte que les travaux de rénovation sont en cours actuellement. Donc voilà. Les travaux tardent. Oui, mais à ce moment-là, nous allons voir avec la direction des constructions scolaires quelles sont. Parce que la dernière fois, moi, à la rentrée même d'octobre 2017, j'ai été à Nafissatou Niang et les élèves et les professeurs ont remercié parce que les travaux ont été exécutés pendant les vacances. J'ai indiqué qu'au moment où nous élaborons ce budget, on a déjà 135 milliards d'investissements qui sont prévus sur la période 2019-2022. Et nous avons près de 173 milliards qui sont des fonds que nous allons avoir. Ce qu'on a montré ici au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que de 2012 à 2018, les progrès ont été notés dans tous les secteurs.
au niveau de l'éducation nationale. Et nous restons avec Serine Beycham qui annonce que les requêtes des syndicats, du syndicat national des inspectrices et inspecteurs de l'éducation pour la tenue d'une nouvelle plénière avec le gouvernement seront bientôt satisfaites. Le ministre de l'Éducation nationale s'exprimait ainsi en marge du vote de son budget arrêté à la somme de 475 milliards contre plus de 413 milliards en 2018. Nous l'écoutons à nouveau, toujours au micro de Mame Birame Diouf. L'augmentation de l'indemnité de logement qu'on a décidé pour les enseignants du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen et du secondaire concerne aussi les inspecteurs. Parce qu'au niveau de l'éducation, l'ensemble des corps, ils ont la même indemnité de logement. Donc les inspecteurs dont vous parlez ont bénéficié et vont bénéficier de l'augmentation de l'indemnité de logement. Maintenant, ils ont des points spécifiques. Ces points spécifiques ont fait l'objet d'une rencontre avec le Premier ministre. On a organisé une première plénière autour de Madame le ministre de la fonction publique et nous allons continuer à discuter. Ils ont fait des propositions de sortie de crise qu'on a fait examiner au niveau du ministère et qu'on va examiner aussi au niveau du gouvernement pour suite à donner. Et de l'éducation, nous passons à la médecine et c'est pour tout de suite donc introduire notre invité. Je rappelle qu'il s'agit du professeur Abdoulaye Samb, doyen de la faculté de médecine, de pharmacie, d'odontostomatologie, donc qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour justement parler du centenaire de la faculté. Bonsoir doyen. Bonsoir. Alors nous revenons tout de suite à vous. Nous allons tout de suite regarder donc cet élément qui justement concerne la célébration du centenaire de la faculté de médecine, de pharmacie, d'odontostomatologie, une cérémonie officielle donc du Homecoming 2018 qui a donc réuni les anciens de l'université Cheikh Anta Diop autour d'une action solidaire. Le Premier ministre y a assisté, il a présidé la cérémonie et a rappelé la volonté du gouvernement d'appuyer justement la faculté de médecine. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba. De l'émotion et des leçons, les anciens de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'engagent. Objectif, apporter un souffle nouveau au temple du savoir. Au bout d'un siècle d'existence, notre institution se doit, s'adossant toujours à sa riche trajectoire, qui en fait un patrimoine africain, de se repositionner pour faire partie des premières universités du monde. Or, l'atteinte de cet objectif, déclaré et porté par les autorités de l'État, nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Cette cérémonie officielle du Homecoming 2018 est couplée avec la célébration du centenaire de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, une manifestation qui va permettre aux spécialistes et historiens de revisiter le travail fait jusqu'ici. L'opportunité de revisiter l'évolution des enseignements des sciences biomédicales depuis la création de l'école de médecine de Dakar à nos jours. C'est tout l'enjeu de la tenue du colloque international pour identifier les pistes pour l'évaluation, voire la refondation de la faculté dans un contexte de mondialisation irréversible et face aux enjeux actuels de la santé publique. Il s'agit de mettre en évidence les facteurs de réussite de la faculté de médecine, de les améliorer surtout. De même, nous devons encourager la faculté de médecine à initier des partenariats avec les établissements privés de formation en santé en vue de bâtir des pôles d'excellence aptes à nous garantir une meilleure compétitivité en matière de formation et d'offre de services médicaux de qualité. Après les discours, place au vernissage des expositions. Occasion de revisiter l'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La fondation UCAD continue la mobilisation des fonds. Tous les anciens s'engagent autour d'une action solidaire. Le chef de l'État dit rester attentif aux conclusions de ce rendez-vous prévu jusqu'au 5 décembre pour ainsi rendre opérationnelles les décisions. Et voilà une bonne transition pour justement démarrer cette interview avec vous, professeur Samb. La faculté de médecine fête ses 100 ans, on dira que de chemin parcouru. Mais avant de nous y pencher, comment accueillez-vous déjà cette décision tantôt annoncée par le Premier ministre, celle du gouvernement d'appuyer financièrement la faculté de médecine? Merci beaucoup, nous accueillons avec une très grande satisfaction cette décision du Premier ministre. Nous étions habitués à un appui
conséquent du gouvernement pour le fonctionnement de la faculté. Je le disais surtout, chaque année, chaque 2 ans, nous organisons un concours d'agrégation où nous envoyons un certain nombre de candidats au concours du CAMES et à chaque fois les résultats sont des résultats excellents. Et ces résultats excellents sont le fruit d'abord d'une bonne préparation, mais aussi d'un soutien et d'un accompagnement important de l'État. Vous savez que les études en médecine, en pharmacie et odontostomatologie nécessitent des moyens. Et de plus en plus, c'est vrai que nos États ont beaucoup de priorités. Et face à cela, je pense qu'il est important de toujours soutenir nos efforts pour avoir toujours de la qualité dans l'enseignement. Il faut du matériel, il faut des moyens substantiels pour pouvoir former nos différents pratiquants dans de bonnes conditions. Alors les moyens, justement, nous allons en parler dans cette interview. Le colloque, il faut le rappeler, il démarre donc demain et se poursuit jusqu'au 5 décembre. Il s'agira de façon triviale de parler de l'école de médecine, ce qu'elle a été hier, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait représenter demain. Et pour cela, vous avez choisi un illustre parrain en la personne de Houphouët-Boigny. Alors on connaissait Houphouët, le politique. En revanche, on connaissait moins le médecin. Pourquoi avoir choisi Houphouët-Boigny comme parrain? Quel message avez-vous voulu lancer en le choisissant comme parrain? Très bonne question. Vraiment, nous nous réjouissons aujourd'hui encore de ce parrainage. Parce que vous savez que pour parrainer, il a fallu d'abord choisir plusieurs noms. Des comités scientifiques se sont réunis et au bout d'un certain nombre de jours de travail, nous avons décidé de désigner le président Houphouët-Boigny comme parrain. Le président Houphouët-Boigny a fait ses études médicales à l'école de médecine de Dakar. Il est sorti de la promotion de 1925. Donc, et puis, il a été un médecin. Il a servi en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années avant de faire de la politique. Et après, il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Et il a beaucoup, nous le prenons comme parrain, parce qu'il a beaucoup fait pour déjà développer l'enseignement de la médecine en Côte d'Ivoire, mais aussi des soins envers donc, la population ivoirienne. C'est un exemple extrêmement important parce que lui, il croit beaucoup au Sénégal. Et il était très fier d'avoir fait l'école de Dakar jusqu'à être désigné, jusqu'à pouvoir être médecin en Côte d'Ivoire et puis travailler pour devenir président de la République. C'est vraiment un bon exemple d'une école de formation. La formation au-delà même de la pratique, c'est aussi peut-être on a formé un président. C'est l'école de médecine qui a formé un président parce que dans la formation, on l'a inculqué des vertus qui lui permettent donc de diriger un pays. Je pense que ça, c'est important. Alors, on va s'intéresser à présent à la profession. La faculté, elle est réputée pour avoir formé de brillants médecins, vous venez de le dire. D'ailleurs, on parlait avant de médecins africains. Aujourd'hui, ça a changé. On a des professeurs agrégés, il faut le dire. Mais, paradoxe, la prise en charge des malades et des maladies connaît toujours des manquements. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Je m'excuse parce que j'ai une crise de... Très bien. Alors, je pense que dans le domaine de la santé, il y a plusieurs volets et plusieurs problèmes à régler. C'est d'abord la formation de personnel qualifié. Ça, c'est une première étape. Mais actuellement, la santé nécessite, pour la prise en charge, des moyens pour avoir des éléments de diagnostic. Il faut du matériel. Il faut une bonne organisation. La santé a un coût. Et ce coût doit être supporté par quelqu'un. Soit c'est le patient ou bien c'est l'État qui prend en charge. C'est pour cela, de plus en plus, quand on a vu les difficultés que nos États ont, avec les priorités multiples, nous devons faire des efforts pour avoir des moyens additionnels pour permettre de former correctement, mais aussi organiser notre système de santé
pour que les populations les plus vulnérables puissent accéder aux soins. D'ailleurs, on l'entend souvent, ce n'est pas les ressources humaines qui font défaut, bien au contraire, mais on parle toujours d'un plateau médical qui ne serait pas assez relevé. Est-ce que ce sera bien pris en compte au niveau de ces rencontres? Mais tout à fait, je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le plateau médical doit être amélioré. Vous savez que la médecine, c'est des investissements permanents qu'on doit faire. Un matériel médical, c'est à une durée de vie. Et au bout d'un certain temps, il faut changer ce matériel. Donc ça, il y a un coût par rapport à cela. Comment faire maintenant pour y accéder? Aujourd'hui, pour que l'école publique puisse être maintenue, formée correctement, tout citoyen sénégalais, il nous faut trouver des moyens additionnels. C'est pour ça, en plus de l'État, le homecoming aujourd'hui, et qui coïncide avec que nous fêtons en même temps que le centenaire de la faculté de médecine, nous avons besoin de lever des fonds pour pouvoir venir en appui au fonctionnement des différentes structures. Ce n'est pas seulement la faculté de médecine, mais l'ensemble donc des facultés du cadre, pour qu'elle continue à assurer sa fonction d'université publique. Parce que l'université publique, c'est l'État qui paye presque. L'étudiant vient, ne donne pas grand-chose. Nous avons, en première année, il paye 25 000 francs par an. Donc, vous voyez, c'est 2 000 francs par mois. Quand vous regardez le primaire, c'est beaucoup plus. Donc, ce que ça coûte, c'est plus élevé. Donc, ici, aujourd'hui, ce manque venant donc des fonds provenant donc de l'État doit être assuré par une autre structure. Il faut maintenant réfléchir pour que les anciens qui ont fait donc des cadres puissent venir apporter quelque chose pour permettre aux différentes facultés de pouvoir assurer une formation donc correcte. Alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité sur ce plateau du 20h. Nous vous souhaitons plein succès pour donc la tenue de ce colloque qui, je rappelle, donc démarre demain et se poursuit jusqu'au 5 décembre. À Linguère, la sous-section Sud-Sas Andegueusem a boycotté le programme élargi de vaccination et remis tout le dispositif au médecin-chef. Les blouses blanches comptent continuer le combat jusqu'au bout, jusqu'à ce que le ministre de la Santé plutôt respecte ses engagements. Je vous propose d'écouter Sénénela John. Elle est la secrétaire générale du Sud-Sas, section Dara. Elle est au micro de notre correspondant sur place, Modoumbaya. L'État nous a mis dans les dispositions pour qu'on puisse bloquer le système de vaccination. Le Sud-Sas décide de boycotter le PV et de mettre à la disposition des médecins-chefs de district les vaccins, comme vous le constatez. Nous sommes venus déposer les glacières, les vaccins, les accumulateurs et les motos qui font partie de la logistique du PEV. Vraiment, nous sommes désolés. Mais on voit que nous avons en face de nous un ministre qui ne maîtrise pas ce système sanitaire. Parce que je pense que c'est une personne qui ne porte pas les préoccupations des populations. Lui, il n'est pas sorti de Dakar pour voir ce que les infirmiers et les chefs, les sages-femmes sont en train de faire dans ce pays. Que le ministre a parlé du conditionnement des vaccins, du mauvais conditionnement des vaccins. Nous n'allons jamais mettre les vaccins à l'exposition jusqu'à ce que ces vaccins soient détruits. Les vaccins sont bien conditionnés, nous venons les déposer dans un bon conditionnement en respectant les normes de conservation du vaccin. Et nous restons dans le domaine de la santé, cette fois-ci pour parler de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, célébrée ce 3 décembre, prétexte pour la rédaction de nous relater l'histoire de ce jeune Sénégalais, Khadim Rassoul Talla, informaticien de profession. Il a choisi de surmonter son handicap. Il nous raconte son quotidien, les difficultés auxquelles il a dû faire face et que vivent généralement ces personnes vulnérables. Il a rencontré Cheikh Diop, reportage. Khadim Rassoul Talla, c'est son nom, signe particulier, victime d'un handicap depuis sa naissance, une situation qui toutefois ne lui empêche pas de vivre normalement son handicap. Sa famille lui a très tôt appris à en faire une force. Je pense que ça n'a été pas du tout facile parce que le fait de donner l'opportunité à une personne handicapée de faire une formation professionnelle, de faire tout son cursus jusqu'à avoir un certain niveau et avoir certaines responsabilités, je pense qu'il faut saluer d'abord mes parents, remercier le bon Dieu, saluer mes parents et mon guide Khadim Rassoul. Donc je pense, je le dis souvent, c'est une question de chance. Le choix fait par certains de ses pairs et qui consiste à tendre la main pour demander l'aumône, lui, Khadim Rassoul, ne l'approuve pas. Quand vous n'avez pas
la chance d'étudier, quand vous n'avez pas la chance de faire une formation professionnelle, je pense que vous n'avez pas de métier. Et si vous n'avez pas de métier, j'ai l'habitude de le dire, les personnes handicapées ne peuvent pas faire ni de l'agression, ni faire la lutte, ni danser. Ils sont obligés de tendre la main. Donc ce qui fait que c'est problématique. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont dans les rues de Dakar. En tant que personne victime d'un handicap, Khadim a souvent vécu des choses surprenantes et il ne manque pas d'anecdotes à ce sujet. Quand j'étais dans une entreprise de la place, quand je suis venu, un gardien me disait, j'étais avec mon sac à dos comme un étudiant. Et le gardien me disait, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ici? C'est pas un endroit pour faire la mendicité organisée. Je ne sais pas que j'étais en position d'essayer dans cette structure, dans cette boîte. Courage et force en bandoulière, l'informaticien de formation conseille à ses pairs de toujours garder la tête haute. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. C'est une obligation de dire aux parents de suivre leurs enfants en les scolarisant, en leur donnant une opportunité de faire des formations et en leur donnant une pleine participation au niveau de la vie familiale. Khadim Rassoul Talla, un défenseur de toutes les questions liées à la problématique du handicap, il souhaite l'accès au travail et l'autonomisation de cette couche vulnérable. Et à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, les personnes à mobilité réduite dénoncent les lenteurs constatées dans la distribution de la carte d'égalité des chances. Ce précieux sésame gage d'une insertion réelle dans le tissu social. Yad Mafal, les précisions donc de Yad Mafal, président de la Fédération nationale, au micro de Cheikh Diop. Le problème que pose la carte, c'est d'abord l'insuffisance de la production du nombre de cartes. Parce que sur 3 ans, on a produit 50 000 cartes. Sur les 3 prochaines années, on va en produire sans doute 40 000, ce qui fera en 6 ans moins de 100 000 cartes pour une population de plus de 2 millions de personnes. Donc le rythme de production est très lent. La deuxième chose, c'est aujourd'hui la lenteur aussi notée dans la signature des textes d'application de la loi d'orientation sociale. Vous le savez, il y a un ensemble de près de 13 textes qui doivent être signés pour une application effective de la loi d'orientation sociale. Sur ces 13 textes, il y a peut-être 2 ou 3 seulement décrets qui ont été signés. Et les personnes handicapées attendent avec impatience la signature du décret portant haute autorité. L'actualité politique à présent, aucun malaise au sein du PUR, contrairement aux rumeurs soulevées. Le secrétaire permanent du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Khalifa Mbouit, parle plutôt d'une stratégie de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le seul but de les déstabiliser. Il est revenu sur les raisons du report de leur congrès d'investiture et persiste. Le professeur Issa Sall sera bel et bien leur candidat avec le soutien de leur président d'honneur, Serigne Moustapha Sy Koumba Amadou. Il n'y a aucun conflit en interne entre le président du PUR, Serigne Moustapha Sy, et le coordonnateur, le professeur Issa Sall. Le secrétaire permanent du Parti de l'Unité et du Rassemblement se dit indigné par l'ampleur de tels propos. Il accuse la coalition Benno Bokk Yakaar d'être derrière la diffusion du communiqué attribué au cadre de la formation politique qui n'existe pas dans l'organisation du parti. Le parti reste soudé derrière le président Serigne Moustapha Sy et qui a d'ailleurs, et les gens ne le savent pas, hier, dimanche, présidé une rencontre du bureau politique. C'est lui-même qui a présidé la rencontre. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème entre Serigne Moustapha Sy et les militants et il n'y a aucun problème entre Serigne Moustapha Sy et le président Issa Sall. FC PUR n'existe pas dans nos structures de parti. Et nous avons même dépassé la notion de cadre. Aujourd'hui, on parle de Pencum PUR, là où qui regroupe toutes les personnes, quel que soit leur niveau de compétence dans le parti. Il rassure, le candidat du parti à l'élection présidentielle reste le professeur Issa Sall. Le président Issa Sall reste toujours le candidat désigné du parti, aussi bien par le bureau politique, par le président du parti et l'ensemble des militants du parti. C'est le président Issa Sall qui est le candidat et le 8, il sera investi par tout le monde. Maintenant, ceux qui essaient de créer une confusion, ils vont échouer. Macky Sall, il sait qu'il a reçu toutes les informations, qu'il n'y a qu'une seule force devant lui et au soir du 24 février, ce sera le président Elhadji Issa Sall. Concernant le report du congrès d'investiture, Khalifa Mbouch donne les véritables raisons. On avait prévu de faire le congrès d'investiture le 1er décembre, mais sur proposition du président du parti qui a appelé à ce qu'on change la date, parce que le PUR ne doit pas organiser un congrès d'investiture comme tous les autres partis.
Et c'est pour cette raison qu'il a demandé de donner au Congrès la dimension à la hauteur du parti, qui sied au parti. Et le 8, les Sénégalais sauront que congrès d'investiture du PUR n'est pas congrès d'investiture de Arena Tour. Les membres du PUR se donnent rendez-vous ce samedi pour investir en grande pompe le professeur Issa Sall en présence de leur président et guide spirituel Serigne Moustapha Sy. Et puis l'actualité politique, c'est aussi les parrainages et leur lot de signatures parfois impressionnants, des chiffres qui dépassent les centaines, voire le millier, pour atteindre des fois même les millions selon le candidat, et qui méritent tout de même qu'on évalue leur rapport ou en tout cas leur valeur réelle. Par rapport au scrutin, eh bien l'analyste Momar Djong en tout cas doute que le nombre de parrainages soit une réelle garantie de vote. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. Des signatures brandies, des chiffres exhibés un peu partout, le pouvoir, l'opposition, tout le monde s'y met. Est-ce une garantie? L'analyste politique parle plutôt de jeu. En réalité, cette surenchère est tout simplement une manière pour les acteurs politiques de donner le singe à leurs adversaires, de montrer qu'ils ont une assise populaire, de rassembler le maximum de signatures, alors qu'à l'arrivée, en réalité, on ne saura même pas si ce nombre-là est exact. Un fait contraire à la loi sur le parrainage. Quant à la fiabilité, là aussi, il y a problème. C'est très facile de faire circuler des fiches de parrainage, de les remplir dans leur intégralité, mais est-ce que les données qui y figurent concernant chaque signature sont des données fiables? La troisième chose, c'est aussi qu'une signature, pour être valable, son propriétaire doit figurer absolument dans le fichier électoral. Or, ce n'est que récemment que la Direction générale des élections a mis en ligne une plateforme permettant à tout un chacun de vérifier s'il figure dans le fichier électoral, alors que le parrainage tirait à sa fin. Et la Sénat, dans tout cela, une structure comme la Sénat devait taper du poing sur la table. C'était faussé depuis le départ. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas empêcher qu'il y ait par la suite des candidats de l'opposition qui sont tombés dans le piège d'ailleurs du pouvoir en versant dans cette surenchère. Aucune mesure jusqu'ici, mais ce qui est bon à savoir, parrainage ne veut pas dire vote. Et nous restons avec Momar Djong pour analyser un fait qui semble caractériser la politique sous nos tropiques. La transhumance fortement critiquée par les observateurs est remise au goût du jour, notamment avec le ralliement tout récent d'Abdoulaye Baldé à la coalition de la mouvance présidentielle. Et bien selon l'expert, cette transhumance pose un problème éthique. Nous l'écoutons à nouveau et toujours au micro de Maïmouna Ndiaye. On ne peut pas, par exemple dans le cas d'Aïda Nyong ou le cas d'Abdoulaye Baldé, accuser des personnalités politiques d'avoir été indélicats avec les deniers publics, d'ouvrir des procès les concernant et qu'ils aient des dossiers pendants devant la justice et que pour des raisons politiques, qu'on négocie avec eux pour les faire venir dans son propre camp. C'est une manière d'instrumentaliser d'abord la justice. Ensuite, de prouver qu'on ne se fait pas en réalité trop de soucis. C'est une façon de tirer un peu la couverture sur eux et de ne jamais laisser l'occasion à la justice d'aller jusqu'au bout. Des sports que nous ouvrons tout de suite avec le lauréat du Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue européenne des champions 2018 avec le Real Madrid, finaliste de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie, meilleur joueur de ce mondial en Russie, le meneur de jeu croate Luka Modric, élu joueur de l'année de l'UEFA puis de la FIFA, qui termine donc sa très belle année par le trophée Ballon d'Or France Football 2018. Suivons sa présentation avec Chersali Boudjara. Luka Modric, le virtuose récompensé, chef d'orchestre du Real Madrid de la sélection croate, le milieu de terrain de 33 ans et le Ballon d'Or 2018 de France Football, le 63e de l'histoire. Le trophée individuel ultime pour un footballeur est donc cette année pour Modric, qui met fin au diktat de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis 10 ans. La récompense pour un footballeur qui brille par le collectif et fait briller son équipe plus par sa science du jeu que par des stades ronflants.
Meneur de jeu et d'homme à l'enfance difficile à cause de la guerre aux Balkans, Modric s'impose partout grâce à son leadership et son talent surtout. Facilitateur de jeu avec passe courte aux longues très précises, le petit croate de par sa taille est un footballeur à la technique au-dessus de la moyenne qui illumine le jeu de ses partenaires. Doté d'une excellente frappe de balle, Modric s'est construit cette saison 2018-2019 un brillant palmarès tant sur le plan collectif qu'individuel. Après avoir guidé le Real Madrid à la conquête d'une 3e Ligue des Champions d'affilée et la Croatie à la 2e place de la Coupe du Monde 2018, Modric a été désigné meilleur joueur de la compétition en Russie, un trophée qui sera suivi par ceux de meilleurs joueurs de l'UEFA et de la FIFA. Puis l'appéteuse le Ballon d'Or 2018, reçu ce lundi à Paris. Cristiano Ronaldo 2e et Antoine Griezmann complètent le podium. Pour sa part, Kylian Mbappé a reçu le premier trophée Copa, équivalent du Ballon d'Or pour les joueurs âgés de moins de 21 ans. Et puis retour en Afrique avec Génération Foot déterminée à se qualifier en terre malienne pour le second tour de la Coupe CAF. Les pensionnaires de Déni Biram Ndao, diminués avec la blessure de 2 titulaires au milieu du terrain, veulent tout de même tout donner pour ne pas avoir de regrets. Envoyé spécial à Bamako, Chertidiane Diao. Petit souci avec cet élément sur lequel nous n'excluons pas de revenir certainement dans nos prochaines éditions. À présent, le budget du ministère du Sport en hausse de plus de 1,3 milliard. Matarba, devant les députés, réaffirme la volonté de l'État du Sénégal de résorber le gap en infrastructure. La priorité est certes accordée au stade, mais toutes les disciplines sont concernées à travers tout le pays. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Der. Les priorités, on avait démarré dans notre planification par les stades, parce que c'est des disciplines collectives. Mais aujourd'hui, on a fait de très grands pas dans ce domaine. Il faut accompagner maintenant les autres disciplines, qui sont des disciplines de combat, des disciplines individuelles. Et c'est cela qu'on va faire, et partout dans ce pays. Parce que nous avons des programmes qui prennent en charge le domaine des sports. Avec le complément que le niveau central amènera au niveau des collectivités territoriales, je pense que nous pourrons répondre positivement aux doléances des jeunes sportifs sénégalais. Voilà pour ce qui est du Ballon d'Or africain 2018. Sachez que le comité d'organisation sera installé la semaine prochaine, 8 décembre, lors d'une conférence de presse. Le gala continental du foot africain est prévu, lui, le 8 janvier prochain au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio. Et c'est le ministre des Sports, Matarba, que vous venez de voir sur ces images, qu'il a révélé hier à l'Assemblée nationale. Coupe d'Afrique des Nations Brazza 2018, Coupe d'Afrique des Nations dames, bien entendu. Les Lions du Sénégal continuent sur leur lancée. Elles ont, pour le compte de la 2e journée du groupe A, battu la Tunisie 26-21. Et pour leur entrée en lice, c'est bien les protégés du sélectionneur Frédéric Boujan, les Camerounaises 23-18. Et retour donc sur Génération Foot, je vous l'annonçais tantôt, déterminé à se qualifier en terre malienne pour le second tour de la Coupe CAF. Les pensionnaires donc de Déni Biram Ndao diminués, certes avec la blessure de 2 milieux de terrain, mais qui veulent tout donner pour ne pas avoir de regrets. Envoyé spécial à Bamako, Chertidiane Diao. Qui s'annonce difficile, Génération Foot en a conscience. Le vice-champion du Sénégal veut braver tous les obstacles pour accéder au tour suivant de la Coupe de la Confédération africaine. Nous avons un très bon mental, nous sommes bien préparés. Je pense que nous sommes dans d'excellentes conditions pour faire un bon match de football. Un match de haut niveau, on s'attend à beaucoup d'adversité ici demain, mais on est préparé à ça. Même si demain, si mon père est sur le terrain, qui joue aux positions contre moi, qui joue avec les Djoliba, oui c'est un entraîneur des Djoliba, et je lui montre que ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire de football. Nous on est là pour gagner, on fera tout notre possible pour remporter cette match. Le représentant du Sénégal pour cette manche retour sera privé de 2 pièces maîtresses au milieu de terrain, à savoir Barthélémy Diouf et Papis Erasme Bayan. Le staff veut s'appuyer sur le collectif pour pallier ses absences. Non, ça n'a pas d'impact, c'est des aléas, c'est comme ça. Dans une saison, on a Jean qui est malade, qui a attrapé un paludisme juste après le premier match. Et on a Erasme aussi qui a une élongation derrière la cuisse. Donc ça fait partie de la vie d'un club. Mais je dirais, nous on est un groupe, on est soudés. Je pense que ceux qui sont amenés à jouer demain pour les remplacer entreront dans ce match sans aucun problème. Djoliba et Génération Foot se donnent rendez-vous ce mardi à 16h. Sénégalais et Maliens, à coup sûr, vendront chèrement leur peau.
Et c'est la fin de ce journal. Je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en image à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.